La guerre s'est transformée en déluge. Les forces ukrainiennes ont réussi à percer un important barrage russe, et les conséquences sont catastrophiques. Les troupes russes se noient littéralement maintenant, car les eaux de crue coupent les routes d'approvisionnement, et laissent des milliers de soldats nager pour leur survie. Ce ne sont pas des spéculations. Les soldats russes eux-mêmes ont confirmé l'inondation de leur côté, publiant frénétiquement que toutes leurs positions sont désormais sous l'eau. La brèche, large d'environ 4 mètres, est ingérable pour les autorités locales. Cette opération audacieuse a frappé la Russie à son point logistique le plus faible. La frappe sur le barrage a détruit des centres d'approvisionnement, inondé des kilomètres de tranchées russes et forcé les camions et les convois de carburant à détourner leur trajet de plusieurs centaines de kilomètres dans une autre direction. La leçon morale est également indéniable. Cette frappe tactique est l'autodéfense de l'Ukraine. Une leçon essentielle tirée de l'écoterrorisme russe lors de l'explosion du barrage de Kharkavka en 2023. Le message à Poutine est clair. Il a provoqué l'inondation et la guerre noie désormais sa propre armée. Vous voulez entendre la plus cruelle des ironies. Les inondations ont effacé les défenses russes. Des kilomètres de tranchées, bunkers et champs de mines aux frontières sont désormais réduits à un sol instable et de la boue, empêchant les soldats russes de tenir leur position. Regardez ce passage. C'est la position du chêne. C'est comme ça, position chêne. L'eau s'est déversée, a débordé des berges, toute la route est inondée. Une voiture est bloquée dans l'eau, immobile. Voici la voiture dans l'eau. Elle ne peut pas en sortir. Le passage est en mauvais état. C'est parti, mes pieds sont trempés. Allez! Nous l'avons roulé. Tes pieds sont mouillés. Allez! C'est ça, Natacha. C'est comme ça, Natacha. Après la rupture du barrage de Belgorod, nous sommes devenus Marines en un jour. Nous avons eu de la chance. Mais à la position voisine, tout l'abri a été inondé, ainsi que l'équipement. C'est la fin, notre blindage. Notre abri a été inondé après que les cocos ont percé le barrage. Voici notre abri, tout a été inondé. On a sorti ce qu'on a pu. Tout est mouillé, il sait comment le sécher, c'est comme ça. C'est comme ça. Toute cette histoire a commencé le 24 octobre lorsque le 16e corps d'armée ukrainien a lancé l'opération appelée « Tiens bon, barrage ». Je ne plaisante pas, c'était vraiment le nom. L'opération a débuté avec au moins 6 roquettes HIMARS tirées depuis l'Ukraine, frappant le barrage du réservoir de Belgrade samedi en plein jour. Selon les médias russes locaux, au moins 2 voire 3 impacts directs ont été signalés. Cela a endommagé la chaussée du barrage, une porte et le bâtiment technique attenant. C'était une très mauvaise nouvelle pour la structure du barrage car après tout, il s'agissait d'un barrage construit à l'époque soviétique. Ai-je besoin d'en dire plus ? Alors que la panique se répandait au sein du haut commandement russe, les forces ukrainiennes ont frappé à nouveau, dès le lendemain, cette fois avec des drones kamikazes. À ce moment, la fuite est devenue incontrôlable et les eaux ont inondé les positions russes proches. Après la rupture du barrage de Belgrade, nous sommes devenus Marines en un jour. Mais nous avons eu de la chance. Tout l'abri a été complètement inondé à la position voisine, ainsi que tout l'équipement. Vous voyez les vidéos, comme celle que vous venez de voir, qui confirment que ce n'était pas juste une frappe aléatoire. L'armée ukrainienne a mené en guise de représailles. C'était une décision tactique. Les inondations ont touché la Russie à ses faiblesses, logistique, mobilité et défense. Belgrade est un centre clé de transit et d'approvisionnement russe pour le nord-est de l'Ukraine, notamment les opérations autour de Kharkiv, Soumy et les lignes de front. Ces inondations causées par l'Ukraine forcent maintenant les camions de ravitaillement russes, les convois de carburant et les véhicules blindés à modifier leurs itinéraires habituels sur des dizaines ou centaines de kilomètres. Cela retarde l'envoi des fournitures au front,
donnant aux soldats ukrainiens un temps précieux à exploiter. De plus, beaucoup d'équipements russes, près de Belgrade, ont été détruits après être restés bloqués dans l'inondation. Les camions ne fonctionnent plus, les munitions sont mouillées, et certaines bases sont désormais pratiquement inutilisables. L'inondation causée par le barrage a également détruit de nombreux points de passage sur la rivière, dont dépendait l'armée russe. Vous voyez, au fil des dernières années de guerre, des ponts de fortune en ponton et des passages en terre sont devenus courants le long de la zone frontalière. Mais maintenant que l'eau monte, ces ponts s'effondrent, tout deviennent impraticables, coupant ainsi le passage des renforts et des blindés lourds. Mais ce qui inquiète le plus Poutine, c'est que cela pourrait être une excellente occasion pour une nouvelle contre-offensive ukrainienne, comme celle de Koursk. La Russie a érigé de nombreux kilomètres de tranchées, bunkers et champs de mines près de ses frontières, notamment à Belgorod, pour contrer une contre-offensive ukrainienne. Mais l'inondation a effacé ses défenses. Le sol est désormais boueux et instable. Le sol rend littéralement impossible pour les soldats russes de tenir leur position. Cependant, cela ne signifie pas forcément que l'Ukraine pourra en profiter lors d'une contre-offensive. Comme vous l'avez peut-être entendu, la nature n'a pas de camp. De la même manière qu'il est plus difficile pour les soldats russes d'opérer sur un terrain boueux, il sera également plus difficile pour toute force ukrainienne de mener une offensive. Cependant, il est positif que la Russie doive maintenant consacrer des ressources à la reconstruction de ses positions défensives affaiblies. Mais la victoire la plus importante, bien sûr. Les soldats russes, ayant traversé la rivière, sont désormais coincés et isolés de leur base principale. Ils ne peuvent pas facilement revenir en arrière, ni être facilement ravitaillés. L'unité ukrainienne, ayant mené cette opération, connaît déjà la gravité de la situation pour les soldats russes. Voilà pourquoi ils ne les combattent pas vraiment. Ils ont déclaré publiquement qu'ils attendent simplement que ces soldats se rendent, car les Russes n'ont aucun moyen de s'échapper. Et bientôt ils seront à court de carburant, de nourriture et d'eau. C'est un énorme, et je veux dire un énorme coup de pouce pour le programme d'échange de prisonniers de l'Ukraine. Parce que plus l'Ukraine fait de prisonniers de guerre, plus les chances que la Russie accepte un échange de prisonniers augmentent. On peut dire sans risque que cette opération a rendu la situation précaire pour les forces russes. En fait, on peut le voir quand on regarde comment les responsables russes réagissent. Pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, le gouverneur russe de la région a en fait reconnu cette frappe, disant à ses citoyens que la situation pourrait empirer. C'est beaucoup dire, car les responsables russes n'ont pas l'habitude d'attribuer à l'Ukraine le mérite de frappes réussies. De nombreux Russes utilisent désormais cette reconnaissance pour accuser l'Ukraine de provoquer une catastrophe artificielle contre les civils russes. Mais vous voyez, Poutine ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Cette frappe tactique est un acte de légitime défense, et une leçon directe que l'Ukraine a tirée de l'acte d'écoterrorisme commis par Poutine en juin 2023. À l'époque, les forces russes ont détruit le barrage de Krokhavka. Nous le savons parce que le barrage était littéralement sous contrôle russe depuis le début de cette invasion en 2022. De plus, les données satellites et sismiques prouvent que l'explosion du barrage a eu lieu de l'intérieur, non de l'extérieur. Cela signifie que quelqu'un avait placé des explosifs à l'intérieur du barrage pour s'assurer que tout explose. Ce barrage était contrôlé par la Russie. Alors devinez qui était cette personne. Quand la Russie a fait exploser ce barrage, cela a inondé des centaines de kilomètres carrés et tué des dizaines de civils. Maintenant, Poutine a fait cela parce qu'il savait que la contre-offensive ukrainienne avançait très rapidement et que les forces russes dans la région n'avaient aucune chance. Donc la Russie a fait exploser le barrage et inonder la zone pour ralentir cette offensive ukrainienne et gagner du temps pour se replier. A l'inverse, la frappe ukrainienne sur le barrage de Belgrade vise surtout un objectif militaire. Les forces russes dans la région utilisaient ensuite ce barrage comme voie logistique et barrière défensive, soutenant leurs tirs d'artillerie transfrontaliers. C'est précisément pour cette raison que l'Ukraine a frappé le barrage, afin de perturber les routes militaires. La frappe ukrainienne était une manœuvre tactique, non une catastrophe humanitaire. Mais un instant, quittons la légalité pour parler moralité. L'Ukraine a subi la destruction délibérée de ses infrastructures essentielles par les forces russes. En fait, juste hier, la Russie a mené une nouvelle attaque contre un hôpital pour enfants. En réponse, l'Ukraine frappe un petit barrage militarisé. Ce n'est pas de la vengeance, mais de la légitime défense. La Russie a détruit un barrage pour punir les Ukrainiens et freiner leur armée. L'Ukraine a fait exploser un barrage pour protéger les Ukrainiens et a repoussé la guerre sur le sol russe.
Je pense que ce sont deux motivations complètement différentes. Et pour tous ceux qui veulent encore parler de la catastrophe humanitaire russe, la personne que vous devriez blâmer, c'est Poutine. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de soldats russes combattant en première ligne pour la Russie. Ici, nous avons un soldat russe qui confirme en vidéo que chaque offensive russe signifie que 90% de l'infanterie meurt simplement sur le champ de bataille. Écoutez bien. Parce que faire? Les gens peuvent se battre sur 100 qui rejoignent un groupe ou un poste seul. 5 en sortent, 5 parce que la moitié d'entre eux essaient de partir. Et c'est tout, ils sont tués par les leurs. Les choses vont encore plus ou moins bien en bas. Il y a encore plus à venir. Ce sont des gens en général. Si quelqu'un essaie de s'enfuir tout de suite, on tire même. On est déjà devenus amis. J'étais seulement ami avec lui, genre c'est un gars normal. Mais putain, je dois le faire. Pas d'autre choix, il n'y a nulle part où aller, c'est soit toi, soit eux. Pas d'autre choix. Tu vas le réinitialiser, tu seras réinitialisé. C'est comme ça. Tu es remis à zéro, c'est comme ça. Si Poutine se souciait vraiment des russophones en Ukraine, il arrêterait quand même cette guerre. Il y a une chose dont nous n'avons pas eu le temps de parler. C'est la maternelle que Poutine a attaquée la semaine dernière. Eh bien, devine quoi? C'était à Kharkiv. Et la majorité des enfants dans cette école étaient russophones. Poutine affirme avoir déclenché la guerre pour protéger les russophones en Ukraine. Mais ces actes ne correspondent pas à cette justification. Poutine a déclenché cette guerre et l'Ukraine doit la mener pour garantir son existence après. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ces mises à jour, nous avons lancé une newsletter sur Substack. Tout est écrit, donc il est plus simple de vous transmettre les informations à jour. Consultez le premier lien dans la description.